avant de passer à la partie 2, on va faire un petit point de vocabulaire. Comme on est plus en algorithmique qu'en programmation, on utilise souvent la phrase on veut un algorithme qui prend en entrée blablabla. Et en fait, ça veut dire la même chose que on veut une fonction qui prend en argument blablabla. Donc, par exemple, si je dis qu'Alix a écrit un algorithme qui prend en entrée un tableau à n cases et qui renvoie le maximum parmi toutes les cases du tableau, eh bien, ça veut dire la même chose que ce qu'on disait de manière plus précise dans la terminologie de programmation dans les UE précédentes, sous la forme Alice a écrit une fonction qui prend en argument un tableau à n cases et qui renvoie le maximum parmi toutes les cases d'un tableau. Voilà, donc il y a une certaine formulation qui est plutôt algorithmique et une autre formulation, on va dire, qui est plutôt programmation. Donc ne soyez pas perdus entre les deux. En fait, ça veut dire à peu près la même chose, mais comme on est plutôt dans un cours d'algo, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser la terminologie un algorithme qui prend en entrée telle chose. Alors, euh, maintenant qu'on a vu l'intuition de la complexité, on va passer dans des choses un petit peu plus précises. Et donc, pour compter la complexité d'un algorithme, ben, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit compter et en fonction de quoi? Donc, plus précisément, il faut choisir petit 1 en fonction de quel paramètre de l'entrée on va compter le nombre d'opérations. Et il faut choisir quelles opérations on doit compter. Alors, comment est-ce qu'on choisit le paramètre de l'entrée en fonction duquel on va compter le nombre d'opérations? Ça doit représenter la taille de l'entrée. De manière parfaite ou imparfaite. Donc pour un tableau à n cases, on choisira n comme paramètre, qui est donc le nombre de cases. Pour une liste de longueur n, alors on n'a pas encore tout à fait vu les listes, pour l'instant vous connaissez liste en Python, mais ce sera un petit peu différent de ce qu'on va nous appeler liste dans ce cours d'algo. Je le mets ici parce que quand vous allez réviser, vous saurez ce que c'est qu'une liste au sens algorithmique du terme. Pour une liste de longueur n, le paramètre choisi ce sera n. Et en général, on le précisera dans l'énoncé. Mais la ligne directrice, c'est on compte en fonction de la taille de l'entrée. Alors, ce slide, c'est une petite parenthèse pour aller plus loin. Donc, ce n'est pas exigible dans le cadre de ce cours de L1. Je passe un petit peu cette subtilité sous le tapis. Mais pour ceux qui ont envie de savoir des choses un petit peu plus précises, je le dis quand même. Et également pour que mon cours soit pas faux, je précise quelques subtilités. Si notre algorithme prend en entrée seulement un entier, n, alors eh ben, la taille de l'entrée, ce n'est pas n. Alors parfois, on comptera quand même le nombre d'opérations en fonction de n pour simplifier un petit peu dans le cadre de ce cours de L1, donc on cachera un petit peu la difficulté. Alors pourquoi? Alors pour ceux qui ont suivi l'UE représentation en binaire, vous allez être en mesure de comprendre. Pour les autres, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'intuition. Et bien en fait, la taille euh, pour écrire l'entier n qu'on passe en entrée, et ben c'est pas n. Parce que la taille est censée être comptée en nombre de bits nécessaires pour écrire l'entrée. Or, sur k bits, eh ben on peut écrire les nombres de 0 à 2 puissance k moins 1, en binaire non signé en tout cas. Donc le nombre n nécessite log n bits, ou peut-être log n plus 1, pour être écrit. Donc normalement, pour être rigoureux, si l'algorithme prend en entrée seulement un entier n, eh bien on devrait compter le nombre d'opérations en fonction de log n, qui est vraiment la taille de l'entrée. Donc on posera k égale log n et on comptera en fonction de k. Alors pour ceux qui n'ont pas fait représentation en binaire, je vais essayer de vous expliquer de manière un petit peu intuitive. Imaginons que l'entier n, ce soit 5310. Voilà. Eh bien, la taille qu'il faut pour écrire, alors pour écrire, disons en décimale, 5310, eh ben, il ne vous faut pas 5310 chiffres pour écrire 5310. Il vous en faut 4. D'accord? Donc, en informatique, les nombres ne sont pas écrits sous forme décimale, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas avec les chiffres de 0 à 9, on n'a pas 10 chiffres, on n'en a que 2. Donc,
ça change un petit peu les représentations, mais l'idée c'est ça, c'est que le nombre de chiffres dont on a besoin pour écrire un nombre, bah, c'est beaucoup moins que le nombre lui-même. On a une forme compactée. Et donc c'est ce qui est écrit dans ce slide, mais de manière plus rigoureuse informatique. Voilà, donc je reviens sur la partie obligatoire, la parenthèse est terminée, donc vous pouvez tous raccrocher les branches. Alors, l'autre question importante, c'est qu'est-ce qu'on doit compter? Quelles opérations on doit compter? Vous avez vu que dans l'exemple que j'avais pris dans le début du chapitre, j'avais compté uniquement les affectations, quand je comptais la solution 1 et la solution 2. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi pas les autres? Alors, en fait, la réponse à cette question de quelles opérations on doit compter, c'est très subtil. Et pour répondre de manière vraiment argumentée à cette question, il faut vraiment connaître les modèles de calcul abstraits, et ça dépasse le cadre de la L1. Du coup, j'ai choisi une autre façon de faire qui est on vous précisera toujours dans l'énoncé quelles opérations on doit compter. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce sera écrit explicitement dans cet exercice, on compte par exemple que les affectations, ou bien on compte que les additions et les multiplications, ou bien on compte que les écritures dans un tableau, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, on va standardiser les opérations qu'on compte. Et donc, au fur et à mesure, on pourra vous dire, on compte les opérations standardisées. Voilà. Alors, exemple classique d'opération qu'on comptera pour que vous ayez quand même un petit peu une idée. Euh, alors, les opérations arithmétiques, parfois, donc par exemple une addition, bah, ce sera une opération. Ou une multiplication, ce sera une opération. Également, parfois, on a besoin de compter les comparaisons entre entiers. Donc, si je teste est-ce que i est égal à j, ben, ça peut compter pour une opération. Ou bien, si je teste est-ce que i est plus petit que j, eh bien, ça peut compter pour une opération. Souvent, on compte les affectations. Donc, je mets la valeur 0 dans i. Et bien ça compte pour une opération. Souvent, on compte les opérations dans des tableaux aussi. Donc, lire dans une case du tableau. Donc, par exemple, ici, là, je vais lire dans la case d'indice 0 du tableau. Ça compte pour une opération de lecture dans le tableau. Ou bien une affectation. Ici, je vais écrire dans la case d'indice 1 du tableau. Et bien, ça compte pour une opération. Alors, attention, une erreur à ne pas commettre, ce serait de considérer qu'une ligne de pseudocode, ça vaut une opération. Parce que ça, c'est pas vrai du tout, mais alors du tout, du tout. Par exemple, si on compte les additions et les multiplications, alors sur cette ligne-là, qui est donc une ligne en pseudocode, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai une multiplication ici, une multiplication ici, et une addition là. D'abord, n, je multiplie par 2. Après, le résultat de tout ça, je multiplie par m. Et après, le résultat de tout ça, je l'additionne à 5. Un autre exemple, si on compte les comparaisons entre entiers, alors cette ligne de pseudocode qui est si n est strictement plus grand que 3 ou n est égal à m, eh ben, comporte deux opérations parce qu'il y a une comparaison entre n et 3, donc ça compte pour 1. Et puis il y a une comparaison entre n et m, donc ça compte pour 1 aussi. Donc en tout, il y en a deux. Un dernier exemple, si je compte le nombre de lectures dans un tableau et que je veux faire l'affectation S reçoit la valeur tab de 0 plus tab de 1, et bien j'ai une lecture dans la case 0 de tab, ça me fait une lecture, et une lecture dans la case d'indice 1 de tab, donc ça me fait une deuxième lecture. Donc en tout, j'ai deux lectures. Donc ça, attention, hein, méfiez-vous, il ne faut absolument pas considérer qu'une ligne de pseudocode représente une seule opération. Et en fait, parfois, c'est même pire parce que parfois, sur une ligne de pseudocode, on a un appel de fonction, ou plusieurs appels de fonction. Et là, bah, ça peut dérouler un grand nombre d'opérations. Si on reprend l'exemple de la fonction somme1 qu'on avait au début des slides, on a vu que somme1, ça provoquait 2m plus une affectation lorsqu'elle est appelée sur le paramètre m. Donc supposons qu'ailleurs, dans un autre algo, on ait cette ligne-là et qu'on veuille savoir combien d'affectations elle provoque.
Pour calculer ça, donc je vais lancer l'exécution de somme 1 sur le paramètre n, ça va provoquer 2n plus une affectation. Pour calculer ça, ça va provoquer 2m plus une affectation avec m qui vaut 3n. Donc ça va faire ça, 6n plus 1. Après, donc je les additionne, ça ne compte pas une affectation. Et après, une affectation dans S. Donc au total, j'ai ça, plus 1. Donc sur cette ligne-là, seulement, j'ai 8n plus 3 affectations pour une seule ligne de pseudocode. Donc vous voyez, une seule ligne de pseudocode, ça peut faire vraiment beaucoup d'opérations d'un coup. Donc il faut être précis dans son analyse. Alors, du coup, petit point sur le vocabulaire de la complexité temporelle. Concrètement, comment on fait? Donc au début, on se fixe un paramètre n qui représente la taille de l'entrée. On choisit les opérations qu'on doit compter. Une fois que ça c'est fait, on peut exprimer la complexité temporelle d'un algorithme, c'est-à-dire le nombre d'opérations qui seront effectuées au cours de l'algorithme en fonction de n. Et la phrase qu'on dit, c'est, par exemple, la complexité temporelle de l'algorithme somme 1 est 2n plus 1. Ça veut dire le nombre d'opérations qui seront effectuées par l'algorithme somme 1 sur une entrée taille n est 2n plus 1. Alors, pour voir si vous avez compris ce qu'on a vu jusqu'ici, on va faire une petite QCM, une petite question à choix multiples. Donc, vous avez ici un algorithme en pseudocode qui prend en argument un entier n et un tableau à 2 dimensions, donc qui s'appelle tab, un tableau de nombres, qui est supposé avoir n lignes et n colonnes. Donc avec cette syntaxe-là en pseudocode, un peu bizarre, qui veut dire un tableau à 2 dimensions. Il a des lignes et des colonnes. Donc il fait des trucs. Voilà. Et on choisit de compter le nombre d'affectations, ça c'est les opérations qu'on compte, en fonction du nombre de cases dans le tableau, qu'on appellera M. Et on demande quelle est la complexité temporelle de cet algorithme. Et vous avez 4 possibilités de réponse. Et donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo via Moodle, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton qui va s'afficher pour choisir votre réponse. Alors, voyons voir. Quelle est la réponse? Alors, on va faire l'analyse pour voir. Donc, on compte les affectations. Alors, on va chercher où est-ce qu'il y a des affectations, où est-ce qu'il y a des affectations qui pourraient être cachées par un appel de fonction, par exemple. Alors, ici, sur cette ligne, on a une affectation. Ici, donc, on a une double boucle imbriquée et donc, il ne faut pas oublier que dans les boucles, on a les affectations des compteurs de boucles. Et dans le bloc du pour, on a une affectation ici pour S. Alors, on commence à faire l'analyse dans le bloc le plus imbriqué. Donc, pour cette partie-là, à chaque fois, on a une affectation pour J, le compteur de boucle, et une affectation pour S, notre variable. Et combien de fois est-ce qu'on fait de passage ici? Autant qu'il y a d'entiers entre 0 et n-1. Et il y a n entiers entre 0 et n-1. OK? Donc, ça nous fait 2 affectations fois n passages. Donc, 2n. Ensuite, on va analyser cette boucle pour. Donc, cette boucle pour, à chaque passage, eh bien, on fait une affectation pour i et on exécute tout ça, qui fait 2n affectations. Donc, à chaque itération, on fait 1 plus 2n affectations. Et combien on fait de passages? Autant qu'il y a d'entiers entre 0 et n-1. Et il y a n entiers entre 0 et n-1. Donc, on fait n passages qui chacun font 2n plus 1 affectation. Donc, si on multiplie, ça fait 2n carré plus n. Ok,
Et donc si on somme tout ça, eh bien on a 2n carré plus n plus 1 affectation. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et la petite subtilité qu'il y avait, c'est que n, dans cet exemple, n, c'est pas la taille de notre entrée, parce que l'entrée, c'est un tableau à n lignes et n colonnes. Donc, le nombre de cases dans le tableau, eh bien, c'est n carré, qu'on a appelé m. D'accord? Donc, m est égal à n carré. Et donc, du coup, si on veut exprimer ceci en fonction de m, qui est égal à n carré, eh bien, on se retrouve avec cette formule.